Et si notre manière d'aborder la conscience était incomplète? Pendant des siècles, les civilisations du monde entier ont vénéré les états non ordinaires de conscience. Ils y voyaient des portails sacrés, des voies d'accès au divin, à la guérison, à la connaissance de soi et aux lois cachées de l'univers. Ces états étaient cultivés avec soin, par la danse, par le chant, par le jeûne, par la prière, par la respiration, les plantes et même les rituels. Des traditions entières ont été construites autour de ces explorations. Puis, soudainement, la civilisation moderne les a discrédités. Et les molécules permettant d'y accéder facilement ont été bannies et labellisées avec un mot aussi flou qu'indélébile, celui de drogue. Si bien qu'inconsciemment, pour la plupart des gens, quelqu'un qui vivrait fréquemment des états modifiés de conscience serait considéré comme un fou ou comme un drogué. Mais que se passerait-il dans un monde où ces états de conscience reviendraient dans le champ de la recherche scientifique? Et surtout, que découvrirait-on en écoutant réellement ce qu'ils ont à nous révéler? Alors dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le discours de Stanislas Grof. C'est l'un des pionniers de la psychologie transpersonnelle et il a passé plus de 60 ans à cartographier ces territoires invisibles. Ce qu'il a découvert, c'est que les états non ordinaires de conscience, loin d'être marginaux, ouvrent la porte d'une connaissance immense, nous permettant d'accéder aux mémoires du corps, de l'humanité et même de l'univers. Une sagesse enfouie dans les recoins les plus profonds de nos esprits. Et ce que vous apprêtez à découvrir, ce n'est pas simplement un regard nouveau sur l'inconscient ou sur la maladie. C'est une invitation à reprendre contact avec les couches oubliées de votre propre psyché. Celles où se logent vos mémoires les plus anciennes, vos blessures enfouies et vos forces dormantes. Alors, voyez cette vidéo comme un mémo pour vous souvenir que votre conscience ne se limite pas à ce que vous percevez dans votre état normal. Beaucoup de gens restent emprisonnés toute leur vie dans le carcan des états de conscience ordinaires. Ils sont comme bloqués à un niveau mental, et lorsqu'ils essaient de se relaxer, tout de suite, ça devient très compliqué. Les pensées s'entremêlent dans un brouhaha entre injonction, inquiétude et préoccupation, ce qui peut raviver le stress jusqu'à un niveau inconscient. Pourtant, aujourd'hui, il est possible de se relâcher en profondeur facilement. Et le secret se trouve derrière les états de conscience non ordinaires. Alors imaginez qu'il vous suffise de fermer les yeux pour entrer dans un état de relaxation hors du temps. Comme si quelque chose en vous lâchait et s'abandonnait à une profonde détente. De nombreuses études montrent qu'on peut induire cet effet grâce au scintillement lumineux. Perçus les yeux fermés par le nerf optique, ces lumières entraînent votre esprit dans des états modifiés de conscience, comme pour vous ouvrir à de nouvelles perceptions. Peu à peu, vous entrez dans un état de plus en plus profond. Des états de relaxation avancés, des états méditatifs et même des états d'unité ou de non-dualité, parfois très immersifs. Le secret pour y arriver, la photostimulation. Grâce à cette approche innovante, des milliers de personnes stressées, sous pression ou désireuses de vivre des expériences immersives ont pu y arriver en seulement quelques minutes. Comment? Grâce à cette lampe étonnante, la Dream Machine. Basée sur la recherche en neurosciences et inspirée par les travaux révolutionnaires de l'artiste Brian Geising, la Dream Machine modifie votre état de conscience grâce à une harmonie de fréquences lumineuses que vous percevez les yeux fermés. Un peu comme une symphonie de lumière, elle berce votre esprit et vous accompagne en douceur au-delà de vos frontières habituelles. Elle vous guide et elle vous éloigne du bruit du mental et des confusions émotionnelles. Elle vous libère des charges de la pensée et des inquiétudes à venir et passées. Si c'est le sommeil qui vous manque, elle vous endort. Si c'est la détente qui vous appelle, elle vous relaxe. Si c'est l'exploration qui vous parle, elle vous entraîne au-delà du connu. 82% des utilisateurs vivent des expériences de bien-être telles que des états de sérénité ou de calme dès la première séance. 96% disent avoir vécu une expérience psychédélique et ils racontent des altérations de leur perception comme celles qu'on peut vivre dans des états modifiés de conscience. Mais le mieux serait de le vivre pour de vrai et de le faire quand vous voulez, en ayant à la maison un portail vers les profondeurs de votre esprit. En partenariat avec cette vidéo, je vous ai obtenu une remise. Pour en profiter, cliquez sur le lien en description. Commandez en entrant le code Maya, recevez votre Dream Machine dans quelques jours et commencez l'immersion. Les états non ordinaires de conscience sont des expériences puissantes qui se caractérisent par des changements significatifs dans les perceptions sensorielles, par des modifications perceptuelles, par des émotions fortes ou par des modifications des processus de pensée. Ils sont aussi souvent accompagnés de changements psychosomatiques manifestes. Quant au contenu de ces expériences, il est couramment de nature spirituelle et parfois mystique. Les gens peuvent vivre des expériences de mort et de renaissance, des états d'unité,
des renaissances spirituelles, des réminiscences de vie antérieure, des rencontres avec des êtres mythologiques, des divinités, des démons, etc. Beaucoup d'expériences dont on retrouve la description dans des textes spirituels et dans les littératures mystiques du monde entier. Ce qui est très intéressant, c'est que la civilisation industrielle occidentale est la seule société dans toute l'histoire humaine à ne pas accorder de valeur aux états de conscience non ordinaires, à ne leur trouver aucune utilité, et même à les avoir pathologisés. Toutes les autres cultures ont investi beaucoup de temps et d'énergie pour développer des moyens d'induire ces états, et ils en couvrent un éventail très large. Par exemple, de nombreuses cultures ont développé des musiques qui induisent la transe, avec les tambours, les hochets et beaucoup d'autres instruments. Il peut aussi s'agir de différentes formes de chant, de performances vocales. Par exemple, chez les Inuits, ce qu'on appelle la musique de gorge. Chez les Soufis, il y a les chants spirituels. Chez les Hindous, on parle de bhajans ou de kirtans. Les Tibétains ou les Mongols pratiquent des chants multivocaux. Et ce sont là autant de façons d'utiliser la musique pour induire des états de transe. Une autre méthode est la transe rythmique, comme par exemple la rotation des derviches tourneurs. Certaines cultures utilisent aussi le jeûne, la privation d'eau avec le jeûne sec, la privation de sommeil, voire la douleur physique à un niveau extrême. Par exemple, chez les Lakota, la danse du soleil, ou chez certains aborigènes australiens, la subincision du sexe, et d'autres pratiques physiques très intenses. Chez les Mayas, anciens et même contemporains, la saignée, parfois sévère, qui est une autre méthode pour induire ces états. Et bien sûr, on trouve dans toutes les traditions spirituelles différentes formes de yoga, d'exercices taoïstes, des méthodes développées depuis des siècles au Tibet, et d'autres moyens très sophistiqués pour modifier l'état de conscience. Il y a aussi la prière chrétienne et de nombreuses autres pratiques. Ces cultures utilisent les états modifiés de conscience pour une grande variété de raisons. Je dirais que la raison principale, c'est que ces états permettent de se connecter à d'autres niveaux de réalité et à des forces supérieures de différentes natures. Elles les utilisent comme un moyen de communication avec leur divinité, avec leur environnement naturel, les animaux, etc. À l'origine, pour beaucoup de cultures, les états altérés de conscience sont en réalité liés à des pratiques religieuses ou spirituelles. C'est leur religion qu'elles cultivent à travers différents rituels ou cérémonies. Une autre raison très importante d'utiliser ces modifications de l'état de conscience, c'est le diagnostic et la guérison de maladies. Beaucoup de pratiques chamaniques et de rituels de guérison spirituelle chez les cultures aborigènes impliquent ces états de conscience. Pour ces cultures, la guérison est toujours liée à un état non ordinaire de conscience. Ça peut être le patient qui est en transe, le guérisseur, ou même les deux. Il peut même s'agir de tout un groupe ou d'une tribu entière qui entrent ensemble dans un état modifié de conscience. Un autre exemple magnifique est la puissante danse des Bushmen du Kalahari. Ils dansent et frappent du tambour en cercle de manière rythmée. Et alors pour eux se produit une énergie de guérison qui se libère dans la région sacrée du corps. C'est fascinant parce que ça ressemble au concept oriental de Kundalini, où l'énergie cosmique est en quelque sorte endormie dans cette zone sacrée. Chez les Bushmen du Kalahari, la danse réveille cette énergie. Elle circule ensuite, provoquant des réactions émotionnelles puissantes, et une guérison significative se produit pour l'ensemble du groupe. Une autre utilisation serait le développement de l'intuition et des perceptions extrasensorielles. Ils les utilisent pour retrouver des objets ou des personnes disparues, ou pour savoir ce qui se passe à d'autres endroits, mais aussi pour cultiver les inspirations artistiques. Je pense qu'il y a environ 300 ans, en Angleterre, un événement historique très significatif s'est produit avec la révolution industrielle et la révolution scientifique. Soudain, on a mis l'accent sur la rationalité et sur la compréhension de tout par la raison. Ce qui a émergé pour la science, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le paradigme cartésien-newtonien, basé sur les travaux de René Descartes et d'Isaac Newton. Newton considérait que l'espace était tridimensionnel, que le temps était linéaire, que la matière était indestructible et composée d'atomes, et que l'univers était un système mécanique. Nous avons donc eu cette fusion du paradigme newtonien, de la pensée cartésienne et de la philosophie matérialiste. Cette manière de concevoir le monde a été extrêmement utile en physique. Elle a eu de nombreuses applications technologiques et a véritablement transformé notre société en ce que nous connaissons aujourd'hui. Et cette façon de penser, d'abord en physique, a acquis tellement de prestige qu'elle a ensuite été appliquée à toutes les autres disciplines.
La tendance était d'essayer de tout comprendre de manière matérialiste et rationnelle. Et ces autres expériences, qui nous amènent dans des domaines transrationnels, mystiques ou spirituels, sont devenues gênantes, comme des restes embarrassants du Moyen-Âge dont il fallait se débarrasser. Puis ces expériences ont été reléguées dans le domaine de la psychopathologie, quelque chose qu'on finirait par expliquer comme un dysfonctionnement cérébral. Et si on regarde plus en détail, par exemple, lorsque les psychédéliques sont réapparus, la culture n'était absolument pas préparée à leur arrivée, et la profession non plus d'ailleurs. La psychothérapie consistait essentiellement à parler face à face, ou allongé sur un divan, en pratiquant la méthode de l'association libre. Si quelqu'un commençait à avoir trop d'émotions ou à bouger excessivement, on appelait ça acting out. Et c'était décrit comme une attitude qui n'avait pas sa place dans la thérapie. Or, ce qui se passait dans les expériences psychédéliques était très chamanique, très dramatique. Pour beaucoup, surtout pour les professionnels, ça ressemblait davantage à ce qu'on voit dans la psychopathologie, ou dans ces cultures dites primitives. C'était vu comme quelque chose que font les sauvages, ou comme un comportement que nous, en tant que personnes civilisées, aurions dépassé. Et une autre raison sérieuse pour laquelle il était si difficile d'accepter les états de conscience non ordinaires, que ce soit par les psychédéliques ou d'autres moyens non invasifs, c'est qu'en principe, beaucoup de ces expériences ne devraient pas être possibles si l'univers fonctionnait bien, comme le décrivait la science occidentale. Ces expériences ne devraient même pas exister. Donc si nous structurons toute notre réalité autour du paradigme cartésien newtonien, et qu'apparaît quelque chose de pas compatible, alors nous ne saurons pas quoi en faire. Et elle sera ignorée ou discréditée, parce que ce serait irrationnel ou non scientifique que d'admettre l'existence de quelque chose qui ne cadre pas avec le consensus. Cela a d'énormes implications pour la psychiatrie. Actuellement, nous avons un modèle très étroit, centré sur le corps, et plus spécifiquement sur le cerveau. Et en ce qui concerne le logiciel, si on emprunte un terme à l'informatique, c'est-à-dire notre programme interne, on le limite à l'histoire postnatale, c'est-à-dire à ce qui nous est arrivé après la naissance, dans l'enfance. Et ensuite, on se réfère à l'inconscient individuel freudien, qui est lui-même un dérivé de cette histoire individuelle. Donc on n'inclut pas la naissance, ni la vie prénatale, et certainement pas ce que nous appelons aujourd'hui le domaine transpersonnel, quelque chose qui dépasse le personnel, ce qui inclut le spirituel, le mystique, ou ce que Carl Jung appelait le domaine archétypal, le domaine mythologique. Je pense que la psychiatrie et la psychologie occidentale ont un modèle de la psyché superficielle et inadéquate, que la raison principale à ça, c'est que nous avons systématiquement ignoré les preuves issues de l'étude des états modifiés de conscience. Qu'on parle de ces états dans un contexte religieux, dans un cadre anthropologique, de ce qui se passe lors de rituels de guérison et de rituels chamaniques, ou quand on parle dans un contexte de grandes traditions spirituelles, comme le yoga, le taoïsme, le mysticisme chrétien, le bouddhisme tibétain, ou même dans un contexte de découverte récente, nous disposons d'une quantité immense de données, issues de la thanatologie, des expériences vécues par des personnes qui se sont rapprochées de la mort. On dispose aussi d'un volume considérable de données provenant de la recherche sur les psychédéliques et de ce qu'on appelle la privation sensorielle, quand une personne est placée dans un environnement sans aucun stimulus sensoriel. Par exemple, les caissons d'isolation sensorielle, qui maintiennent le corps dans l'obscurité, le silence et l'absence de perception extérieure. Nous avons donc une quantité immense de données sur tous ces états de conscience, et aussi des observations issues de la psychothérapie expérientielle. Et pourtant, tout ça n'a pas été pris en compte. Ça n'a pas été intégré dans la pensée dominante. C'est comme si tout ce domaine n'avait tout simplement pas existé. La profession et les milieux universitaires continuent de perpétuer un mode de pensée hérité du XVIIe siècle. Si nous devions établir un modèle de la psyché qui tienne compte des états modifiés de conscience, je peux penser à au moins, disons, 4 ou 5 domaines dans lesquels il faudrait radicalement repenser notre manière de voir les choses. Le premier serait le modèle de la psyché en lui-même. On ne pourrait plus se contenter d'un modèle limité au cerveau, à l'histoire postnatale et à l'inconscient individuel. Il faudrait créer un modèle beaucoup plus vaste et une compréhension bien plus large de la conscience humaine. Le deuxième domaine, ce serait de développer une compréhension totalement différente des émotions et des troubles psychosomatiques, ceux d'origine psychologique, pas ceux qui sont causés par une tumeur, une infection ou un processus dégénératif dans le cerveau, mais ceux qu'on qualifie de psychogènes ou de psychogénétiques. Le troisième domaine dans lequel il faudrait revoir profondément notre manière de penser, c'est la nature du processus de guérison, la stratégie d'exploration de soi et la stratégie thérapeutique. Et enfin, il faudrait revoir complètement notre attitude à l'égard de la spiritualité, qui a longtemps été considérée en psychiatrie comme relevant de la superstition, du manque d'éducation scientifique, d'une pensée magique
ou primitive. Ou bien, si quelqu'un fait une expérience spirituelle, il se voit coller des étiquettes, comme psychose ou schizophrénie. Nous devrions accepter la spiritualité comme une composante très naturelle de la psyché humaine, et aux propriétés universelles. Et enfin, et c'est sans doute la révision qui serait la plus fondamentale, il ne s'agirait pas seulement d'un changement dans la pensée psychologique ou psychiatrique, mais il faudrait revoir toute la philosophie de la science occidentale, et en particulier en ce qui concerne le rôle de la conscience, la nature de la conscience, la relation entre la matière et la conscience, et plus précisément, la relation entre la conscience et le cerveau. Depuis le moment où il est devenu de plus en plus difficile de travailler avec les psychédéliques, ma femme Christina et moi, nous avons développé une méthode non pharmacologique, mais qui s'appuie tout de même sur les états modifiés de conscience. Et la manière dont on les induit est extrêmement simple. C'est en fait par une combinaison entre une respiration accélérée, une musique puissante et évocatrice, et une certaine forme de travail corporel que nous développons, ce qui nous permet d'observer le même spectre d'expérience que dans les séances psychédéliques. Et ça, c'est très enthousiasmant, parce que dans la mesure où il subsistait un doute, on pouvait se demander si ces expériences étaient vraiment des manifestations authentiques de la psyché, ou simplement des artefacts toxiques, comme quelque chose qu'une drogue pourrait provoquer dans le cerveau. Mais si vous obtenez les mêmes expériences avec quelque chose d'aussi élémentaire et naturel que la respiration, alors c'est qu'il y a des mécanismes profonds à prendre en compte. On peut peut-être ignorer ce qui se passe pour un petit groupe exotique de substances, mais on ne peut pas ignorer ce qui arrive à des personnes qui s'entraînent simplement à respirer profondément. Je suis très préoccupé par la situation dans le monde, comme nous le sommes tous, et par la crise que nous traversons à l'échelle mondiale. Et je pense que beaucoup de personnes dans le domaine transpersonnel, y compris moi, sentent qu'il y a peu d'espoir si nous abordons ce problème uniquement avec des stratégies qui sont en fait une extension de celles qui ont fait émerger ces problèmes au départ. Les problèmes écologiques, les crises politiques, etc. Je pense que ce sentiment vient du fait que cette crise reflète un certain stade dans l'évolution de l'espèce humaine et dans l'évolution de la conscience, et que pour vraiment changer la situation sur le plan mondial, il faudrait qu'il y ait une transformation intérieure profonde. Et je vois réellement le travail avec les états non ordinaires de conscience comme l'un des moyens les plus profonds d'initier une transformation intérieure dans la bonne direction. Que l'on parle de pratiques spirituelles systématiques, de travail avec des formes puissantes, de psychothérapie expérientielle, comme avec la respiration holotropique, que l'on parle de participation à des rituels chamaniques avec certaines cultures autochtones, ou même d'un soutien approprié aux personnes qui vivent des crises spontanées d'ouverture spirituelle. Beaucoup de ces personnes aujourd'hui sont hospitalisées et reçoivent des tranquillisants. Mais je crois que ces épreuves peuvent être soutenues d'une manière qui favorise la guérison et la transformation. Ma femme et moi utilisons le terme urgence spirituelle pour ces états de crise psycho-spirituelle. Donc si on regarde ça d'un point de vue global, c'est très enthousiasmant pour moi de voir que tant de gens aujourd'hui s'intéressent et s'engagent d'une manière ou d'une autre dans un processus introspectif sérieux, et y compris une exploration de soi qui implique des états de conscience non ordinaires. Lorsque Stanislas Grof débute ses recherches sur les états modifiés de conscience, et notamment à travers l'usage du LSD, il se trouve confronté à un phénomène fascinant. Les expériences rapportées par les patients ne se limitent pas à des souvenirs de leur histoire personnelle. Elles les plongent bien au-delà. Il entreprend alors de développer une cartographie de la psyché humaine qui pourrait englober l'ensemble des phénomènes observés dans ces états de conscience. Ce modèle se compose de 3 niveaux principaux. Le niveau 1, c'est le niveau biographique qui correspond à l'expérience de vie après la naissance. Le niveau 2 est associé aux expériences de la naissance et même d'avant la naissance. Et le niveau 3, le niveau transpersonnel, correspond aux perceptions qui s'étendent au-delà des limites de l'ego et de la linéarité du temps, comme si à travers des états modifiés de conscience, on pouvait accéder à d'autres époques. Grof comprend rapidement qu'il n'est pas en train d'inventer un nouveau modèle, mais de redécouvrir un système ancien, connu des traditions spirituelles du monde entier. Un peu comme si c'était une reformulation moderne d'une carte qui, sous des formes diverses, existait depuis des siècles, voire des millénaires. Et on sent une sorte de convergence avec la philosophie éternelle décrite par Aldous Huxley. Huxley, dans son ouvrage du même nom, soulignait l'existence d'un noyau de vérité universel qu'on retrouve dans toutes les grandes traditions spirituelles. L'unité fondamentale de l'être, l'existence de niveaux de réalité supraordinaires et la possibilité pour la conscience humaine d'accéder directement à une expérience mystique. Et on pourrait voir dans cette cartographie de Stanislas Grof comme une tentative de réconcilier l'approche empirique de la science avec l'expérience directe de la transcendance, longtemps reléguée au rang de superstition
ou de pathologie. Et d'un point de vue thérapeutique, cette cartographie a redonné une légitimité aux états non ordinaires de conscience, pourtant souvent marginalisés à l'époque, et même encore aujourd'hui. Elle affirme que ces expériences ne sont ni délirantes ni secondaires, mais qu'elles constituent une voie royale vers la connaissance de soi, la transformation intérieure et l'accès à une compréhension plus vaste de ce qu'on appelle communément la réalité. Dans le modèle de Grof, le niveau périnatal constitue une zone méconnue et fondamentale de l'inconscient humain. Tant, selon la médecine occidentale, il n'y aurait pas de conscience à la naissance et le nouveau-né ne vivrait pas activement cet événement. Or, contrairement à la vision dominante aujourd'hui, qui considère que le nouveau-né vivrait plus ou moins inconsciemment le moment de la naissance, des témoignages de milliers d'expériences vécues en état non ordinaire de conscience montrent que des gens peuvent revivre ce moment avec une sensorialité et une précision émotionnelle très intense. Comme si en plus d'être vécu, la naissance était mémorisée par la psyché à un niveau inconscient, un niveau qui reste inaccessible à la conscience ordinaire, mais qui devient accessible lorsqu'on vit une altération significative de notre état de conscience. Et au-delà du biologique, ces souvenirs sont souvent accompagnés d'une imagerie symbolique importante. En revivant le moment où elle était coincée dans l'utérus, une personne peut s'identifier à un prisonnier dans une cellule, à une victime de l'Inquisition ou à une figure mythologique liée à la souffrance, comme par exemple Sisyphe, condamné à pousser jusqu'en haut d'une colline un rocher qui retombait sans cesse, ou comme Prométhée, enchaîné par Zeus au sommet du mont Caucase et condamné à voir son foie se régénérer chaque nuit pour être éternellement redévoré le lendemain. Et ces observations semblent relever de ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif. Et une expérience pleinement consciente du niveau périnatal conduirait quelqu'un à une ouverture ou à une réalisation mystique, dans laquelle il dépasserait son identité personnelle pour accéder à une compréhension intuitive, directe et souvent bouleversante de son existence. Parce qu'en état altéré de conscience, il ne s'agit pas simplement de se remémorer un événement, il s'agit de le revivre avec toute sa charge sensorielle et émotionnelle. Comme le dit Grof, vous vous sentez comme un petit enfant coincé dans le canal de la naissance, et cette réalité devient plus présente et plus réelle pour vous que le fait d'être allongé sur un matelas. Cette distinction est cruciale parce que contrairement à la thérapie verbale qui analyse, reconstruit et interprète, les états non ordinaires de conscience offrent une immersion directe dans la mémoire. Et c'est cette sensorialité qui permet la libération, l'intégration et dans de nombreux cas la guérison profonde d'un trauma ou d'une blessure. Et on retrouve cette approche dans de nombreuses pratiques comme la méditation et l'hypnose. Un des phénomènes les plus étonnants qu'on retrouve dans les témoignages est la capacité soudaine d'une personne à décrire avec une précision parfois étonnante des cultures, des rituels et des mythes qu'elle n'a jamais étudiés consciemment. Par exemple, Stanislas Grof raconte l'histoire d'un patient qui, après une expérience intense, décrit un monde peuplé de divinités inconnues. Il les dessine et plus tard, il les identifiera dans un ouvrage sur la mythologie sumérienne. Comme si pendant sa transe, il avait pu accéder à une mémoire culturelle ancienne, probablement stockée dans les profondeurs de l'inconscient collectif. Ce type de cas s'est répété des centaines de fois, et ça semble suggérer que l'inconscient humain contiendrait une sorte de réservoir d'informations transpersonnelles, comme l'avait pressenti Carl Jung. Des informations auxquelles on pourrait accéder juste en rentrant dans un état élargi de conscience. Et Grof rappelle que la science moderne aura souvent tendance à réduire ses visions à de simples mélanges de contenus emmagasinés. Pourtant, d'après lui, il existe de nombreux cas où l'hypothèse d'un remaniement cognitif ne tient pas la route. Pour aller plus loin, Grof propose une typologie des expériences transpersonnelles fascinantes que vous pourriez vivre en entrant dans des états non ordinaires de conscience. Premièrement, la transcendance spatiale. C'est quand votre esprit s'étend au-delà du corps. Alors vous pourriez devenir un animal, une plante, un autre être humain, voire la totalité de l'humanité, ou même tout l'univers. Ensuite, il y a la transcendance temporelle. Là, c'est comme si vous accédiez à une autre époque. Une époque passée, par exemple. Vous pourriez être projeté au beau milieu de la Révolution française, ou dans l'Égypte ancienne, avec l'étonnante conviction d'avoir été quelqu'un d'autre à un autre moment de l'histoire. Et enfin, la rencontre avec les archétypes. Et c'est là que les patients vivent des scènes mythologiques, visitent des royaumes symboliques, ou interagissent avec des figures universelles, comme par exemple des divinités hindoues, grecques, voire chamaniques. Imaginez, vous pourriez entrer en transe et danser joyeusement avec Ganesh. Mais les états modifiés de conscience ne sont pas de simples expériences aux allures de divertissement spiritualo-mystique. Ils représentent une voie d'accès direct à un processus de transformation psychologique et spirituelle.
Selon Stanislas Grof, ces états de conscience fonctionnent un peu comme un radar. Ils scannent votre psyché et votre corps et repèrent des zones où il y aurait des blocages. Une fois le processus enclenché, l'énergie suit son propre chemin et elle fait remonter à la surface des blessures, des névroses et les traumatismes oubliés. Et ce n'est pas un thérapeute qui commande, mais une forme d'intelligence intérieure, que dans certaines traditions, on appelle l'âme ou le soi. Et je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien l'idée que votre esprit puisse opérer sa propre médecine. Les découvertes de Stanislas Grof ne relèvent pas du folklore mystique ou d'une simple curiosité intellectuelle. Elles ont amorcé un tournant majeur, celui d'une convergence inédite entre sciences contemporaines et sagesses anciennes. Ce que des millénaires de traditions mystiques, chamaniques et contemplatives ont révélé intuitivement, la recherche sur les états modifiés de conscience vient aujourd'hui le corroborer, l'enrichir et le rendre accessible à tous. Cette synthèse ne marque pas seulement une évolution scientifique, mais elle annonce une révolution intérieure, car au cœur de ces explorations se trouve une responsabilité, celle d'apprendre à naviguer dans les profondeurs de notre propre psyché. Non plus seulement pour guérir, mais pour nous éveiller à la totalité de ce que nous sommes. Rappelez-vous de ce que disait Carl Jung. Ce que vous ne rendez pas conscient contrôlera votre vie, et vous appellerez ça le destin. Il ne s'agit donc pas seulement de cartographier l'inconscient, mais de s'y aventurer, de le traverser et de l'intégrer. Et les états modifiés de conscience sont des portails naturels vers la transformation que cela peut induire. Ils permettent de rencontrer nos parts d'ombre, de dialoguer avec nos parts inconscientes, de dénouer nos blocages et de libérer des souffrances parfois enfouies depuis longtemps. Mais surtout, ils nous offrent un chemin vers une conscience plus élargie, plus reliée et profondément vivante. Et à l'heure où notre monde traverse encore des crises systémiques, c'est peut-être en menant cette révolution intérieure que nous pourrions nous établir sereinement dans la paix. Apprendre à induire ces états de conscience par la méditation, par la respiration, par l'hypnose, c'est non seulement retrouver votre souveraineté intérieure, mais aussi contribuer à une mutation culturelle majeure. Et pour reprendre une formule un peu impactante, demain, celui qui ne connaîtra pas son monde sera condamné à vivre dans celui des autres. Des états modifiés de conscience, vous en vivez déjà tous les jours. Le problème, c'est que, un peu comme les rêves, ils arrivent parfois de manière involontaire. Et en ne les maîtrisant pas, vous passez à côté d'une capacité naturelle et d'une ressource puissante de votre esprit. Une capacité dormante qui pourrait vous aider à vous libérer de résistance ou de blocage, à mieux vous comprendre et aller chercher des ressources enfouies à l'intérieur de vous. Et pour ça, vous n'avez pas forcément besoin de vivre des expériences très intenses comme celles dont on a parlé dans cette vidéo. Vous pouvez commencer en douceur et progresser à votre rythme, parce que le plus important n'est pas l'intensité, mais la justesse. Alors si vous voulez vous initier rapidement, je vous propose de me suivre dans une petite expérience. Imaginez que pendant une dizaine de minutes, vous puissiez très facilement vivre un premier état modifié de conscience, volontaire, sans avoir besoin de connaître une technique en particulier. Vous n'auriez qu'à suivre ma voix et vous laisser guider. Et ensuite, vous verrez, ça vous semblera plus naturel et plus abordable. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais pour beaucoup de gens, c'est déjà un premier signe qu'ils sont prêts à aller plus loin. Alors si ça vous tente, cliquez sur le premier lien en description et je vous retrouve de l'autre côté pour une première expérience.